Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, François Bozizé sort de son silence. Dans une longue adresse à la nation, l'ancien président centrafricain fait part de son intention de revenir sur la scène politique. Une annonce qui intervient à quelques mois de l'élection présidentielle. Le Fonds monétaire international a produit ce 11 décembre le diagnostic de l'économie sud-africaine. L'institution salue des progrès remarquables dans plusieurs secteurs de l'économie et puis gagner le combat contre l'Ebola. Il faut remporter la bataille de l'information. Conscient de cela, une journaliste guinéenne vient de réaliser un documentaire pour sensibiliser la population. Focus dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, le président sud-africain Jacob Zuma est arrivé en Guinée équatoriale ce samedi pour une visite officielle. Il a été accueilli par son homologue, le président Teodoro Obiang Nguema. Les deux chefs d'État se sont entretenus sur des sujets de coopération et des questions régionales. Ils ont ensuite visité plusieurs sites à Mongomo, la ville qui doit accueillir la sélection nationale de football d'Afrique du Sud dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. François Bozizé veut revenir aux affaires en Centrafrique. C'est du moins ce qu'il a laissé entendre dans une lettre ouverte rendue publique ce mercredi, un retour auquel certains acteurs politiques ne s'opposeraient pas. Seulement, beaucoup reste à faire pour établir la paix dans le pays. Les explications d'Aminata Diak. François Bozizé se pose comme l'homme incontournable pour conduire les destinées de la Centrafrique. L'ancien président a affiché dans une lettre rendue publique ce mercredi 10 décembre 2014 sa volonté de revenir au pouvoir. Toujours en exil, l'ex-chef de l'État soutient avec assurance sa légitimité dans le dialogue centrafricain. Il faudra bien passer par un dialogue avec moi en présence de tous ceux qui sont responsables du chaos centrafricain, à commencer par Michel Djotodia. Sinon, je ne vois pas comment la République centrafricaine pourra en sortir. Certains acteurs politiques ne s'opposeraient pas à son retour dans l'arène politique. Si le plus grand besoin actuellement du peuple centrafricain, c'est vraiment la paix. Retrouver la sérénité pour pouvoir se reconstruire à nouveau, reconstruire une nation. Et si monsieur le président Bozizé s'engage vraiment dans ce sens-là et souhaite apporter une contribution sérieuse pour que la paix revienne en République centrafricaine, c'est une bonne chose, c'est une chose qu'il faudrait applaudir. Néanmoins, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte. J'ai suivi un peu la position d'un certain nombre de pays qui demandent clairement au président Bozizé de se démarquer par rapport aux crimes graves, très graves, qui ont eu lieu en République centrafricaine. La situation sécuritaire en Centrafrique demeure fragile, un contexte qui, selon l'ex-chef de gouvernement, nécessite un retour au dialogue. Les choses ont très favorablement évolué. Vraiment, il ne faut quand même pas négliger le chemin qui a été parcouru. Mais il faut aussi se poser la question, il y a encore beaucoup reste à faire. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est d'amener tout le monde à dire nous arrêtons. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de Centrafricains, beaucoup d'étrangers tirent profit de la crise centrafricaine. Et comment les convaincre pour qu'ils arrêtent? Et c'est ça vraiment le défi des uns et des autres aujourd'hui, du gouvernement, de la communauté internationale, pour essayer de ramener tout le monde autour d'une table pour qu'on puisse arrêter ce conflit qui ne fait que nous enfoncer. Pour sortir de la crise, les acteurs politiques centrafricains sont unanimes sur la nécessité d'améliorer les conditions de dialogue, une disposition importante pour assurer l'organisation des élections générales prévues en juin 2015. Au Togo, la pression se maintient sur le président Faure Gnassingbé. Une nouvelle fois, à l'appel de la société civile et de l'opposition, une manifestation s'est tenue ce vendredi pour exiger des réformes constitutionnelles avant la présidentielle de 2015. Aminata Diak. Au Togo, l'opposition et la société civile unissent leur voix une fois de plus. Ce vendredi 12 décembre 2014, ils étaient nombreux à manifester dans 5 villes du pays. La limitation à 2 mandats présidentiels et un scrutin présidentiel à 2 tours, telles étaient leurs principales revendications. Des réformes qu'ils demandent au gouvernement d'engager avant la présidentielle de 2015. Nous réclamons les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Et ça fait partie donc du reliquat de l'accord politique global signé en août 2006. M. Faure Gnassingbé avait pris formellement l'engagement de faire aboutir donc ces réformes-là. Ces réformes étaient annexées donc à la constitution togolaise. Mais aujourd'hui, liquidons les reliquats, c'est tout. L'opposition togolaise n'invente rien de nouveau. M. Faure Gnassingbé
le sait très bien. Il a voulu jouer au timing. Eh bien, le timing l'a rattrapé. L'opposition exige également une recomposition de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale nationale indépendante. Il faut recomposer la Cour constitutionnelle qui, avec sur 9 membres, l'opposition a 0 membres. Et ce qui est grave, c'est qu'au niveau de la Constitution, les membres de la Cour constitutionnelle qui, en principe, doivent renvoyer le président de la République togolaise à ses fonctions, prêtent bizarrement allégeance devant ce dernier. Il faut recomposer l'organe chargé des élections sur 17 membres. Le parti au pouvoir a 11 membres. L'opposition dans tout son ensemble a 6 membres. C'est également une aberration. Pour faire pression sur les autorités, les organisateurs de la manifestation ont lancé un appel à la communauté internationale. Ils appellent aussi à la mobilisation et annoncent prochainement une nouvelle manifestation à Sokodé, la 3e ville du pays. L'Afrique du Sud félicitée pour ses progrès économiques. 20 ans après la première élection démocratique dans le pays, la nation arc-en-ciel connaît une croissance dans plusieurs secteurs, même si des défis restent à relever, notamment en ce qui concerne le chômage des jeunes. Le point tout de suite avec Marina Vanier. L'Afrique du Sud félicitée pour son économie. À l'occasion du 20e anniversaire de la première élection démocratique du pays, le Fonds monétaire international a exprimé sa satisfaction pour ses progrès remarquables. Le revenu par habitant a augmenté, l'accès à l'éducation et aux soins de santé s'est aussi amélioré. Le pays jouit d'une stabilité macroéconomique avec des institutions solides. Il y a aussi l'aboutissement d'importants projets portés par l'État, notamment l'achèvement de la centrale électrique de Medupi. Malgré les progrès accomplis, l'Afrique du Sud fait face à d'immenses défis socio-économiques. Avec près de 25% de la population active au chômage, dont 65% des 15 à 24 ans, l'emploi reste l'un des principaux enjeux sociaux de l'Afrique du Sud. Cette année est le 20e anniversaire de la première élection démocratique en Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud a vraiment parcouru un long chemin depuis lors. Le niveau de vie de ses citoyens se sent considérablement amélioré. L'accès à la santé et à l'éducation s'est également amélioré de manière significative. Le gros défi est encore le chômage. L'Afrique du Sud a longtemps été la première économie d'Afrique. Elle représentait quelque 30% du PIB de l'Afrique subsaharienne et 70% de celui de l'Afrique australe. Aujourd'hui détrônée par le Nigeria, elle demeure un poids économique du continent. Le fait que l'Afrique du Sud ne soit plus la première puissance économique africaine n'est pas en contradiction avec les félicitations du FMI. En ce sens que la puissance économique d'un pays est mesurée par rapport à son produit intérieur brut, donc par rapport à la richesse produite. Deux pays peuvent évoluer séparément et avoir des niveaux d'augmentation de leur production intérieure brute. Par contre, si on revient à la production intérieure brute par habitant, on se rend bien compte que le Nigeria est poussé par son effet volume du fait de sa population. Donc l'Afrique du Sud mérite non seulement les félicitations du FMI du fait de son activité économique, et lorsqu'on regarde dans le détail de la production intérieure brute par part d'habitants, on se rend bien compte que l'Afrique du Sud reste bien leader au niveau du continent. La prévision de croissance pour 2014 a été ramenée de 2,8% initialement prévue à 2,3%. Une décision qui exige des réformes structurelles en vue d'une amélioration de la croissance et la création d'emplois selon des spécialistes. Les citoyens guinéens au premier rang du combat contre Ebola, ils sont nombreux à s'engager pour sensibiliser les populations sur les mesures de prévention. C'est le cas notamment de la journaliste guinéenne Diaka Kamara qui vient de réaliser un documentaire de 26 minutes décliné en plusieurs langues. Iparadinjai. Un documentaire pour sensibiliser la population guinéenne sur la maladie Ebola. L'initiative vient d'une journaliste guinéenne, Diaka Kamara. D'une durée de 26 minutes, ce reportage a pour objectif de pallier au manque d'informations dont certaines populations sont confrontées. Une démarche qui vise également à mieux faire connaître la maladie. D'abord, je trouvais qu'il était important que l'histoire soit dite d'un point de vue d'une journaliste guinéenne, vu que la maladie sévit en Guinée. Aussi, c'est important de donner une voix à toutes ces victimes, toutes ces personnes qui ont tant perdu à cause de cette maladie, et en espérant que leur témoignage pourra réussir à convaincre le reste de cette population qui ont encore du mal à croire à l'existence du virus Ebola. Je suis partie dans une région comme Kisidougou. À Kisidougou-ville, ils n'ont eu aucun cas d'Ebola. Donc pour eux, Ebola n'existe pas. Il y a d'autres qui croient plutôt que c'est de la sorcellerie.
Et le troisième aspect, c'était ceux qui croyaient que la maladie a été apportée par les Blancs, on est venu les infecter. Donc vous aviez les trois différentes catégories de personnes qui sont encore récalcitrantes par rapport à la maladie. En effet, pour gagner le combat contre Ebola, il faut remporter la bataille de l'information car certaines populations ont encore du mal à croire à son existence et demeurent plus vulnérables à la maladie. Pour une démocratisation de l'information, ce film est donc décliné en plusieurs langues de la Guinée. Le film est sorti la première présentation jeudi passé et nous avons l'intention de le traduire dans toutes les 6 langues du pays, c'est-à-dire le Peul, le Malinké, le Soussou, le Tutsi, le Guerzé, le Toma, afin que le message vraiment puisse parvenir à cette population locale. Parce que c'est avec eux qu'on a du mal à vraiment faire parvenir un message de sensibilisation. Et j'espère que le documentaire pourra encore sensibiliser, comme vous avez dit, les récalcitrants. Et pour cela, il faut vraiment qu'ils comprennent le message. Donc, le documentaire sera projeté dans les 33 préfectures et sous-préfectures afin que le message vraiment parvienne à cette population. Cette initiative vient s'ajouter à la campagne de sensibilisation de plusieurs artistes, mobilisation qui s'étend au Libéria, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, en Sierra Leone, avec le même leitmotiv, les dangers de la maladie, le besoin de signaler les cas suspects, d'éviter de manger de la viande de brousse et le besoin de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Rappelons que l'épidémie d'Ebola a déjà fait plus de 6 000 morts selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Des Jeux Olympiques Maasai pour sauver les derniers lions. La compétition se déroule en ce moment au pied du mont Kilimandjaro, dans la petite réserve du Kimana au Kenya. Un événement parrainé par le champion olympique du 800 mètres David Rudisha et qui vise à sauver cette espèce menacée d'extinction. Pas de médaille pour les vainqueurs, mais des têtes de bétail et des bourses scolaires. Les 2 meilleurs athlètes, par contre, gagneront un voyage à New York pour participer au marathon de 2015. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.